En 1290, dans les murs dorés du château ducal de Bourgogne, naît une petite fille dont le destin basculera l'histoire de France. Marguerite de Bourgogne voit le jour avec tous les atouts d'une future reine. Son père, Robert II, duc de Bourgogne, règne sur l'un des duchés les plus puissants du royaume. Sa mère, Agnès de France, porte dans ses veines le sang royal puisqu'elle est la propre fille de Saint-Louis. Cette naissance n'est pas un hasard. Les grandes familles de l'époque calculent chaque alliance, chaque mariage. Marguerite grandit dans un monde où sa beauté et son rang la destinent à épouser un prince. L'éducation qu'elle reçoit prépare une future souveraine. Elle apprend les bonnes manières, la piété, mais aussi l'art de la conversation et le goût du luxe qui caractérisent la haute noblesse. À 10 ans, son avenir se dessine. Philippe le Bel, roi de France, cherche des épouses pour ses 3 fils. La politique matrimoniale de l'époque exige des alliances stratégiques, et la petite Marguerite représente un parti idéal. En 1300, les négociations commencent. Les pourparlers s'éternisent. Mais en 1301, le contrat de mariage est signé à Vincennes. Marguerite épousera Louis, l'héritier du trône de France. Les années d'attente se succèdent. Les guerres contre les Flamands retardent les festivités, puis la mort de la reine Jeanne de Navarre en 1305 oblige à reporter encore la cérémonie. Marguerite a maintenant 15 ans quand elle épouse enfin Louis à Vernon le 23 septembre 1305. La cérémonie se déroule sans faste particulier, mais elle devient reine de Navarre par ce mariage. Louis n'est pas un époux facile. Surnommé le Hutin, le querelleur, il possède un caractère difficile qui lui vaut bien des ennemis. Il aime l'embrouille, les disputes, et semble incapable de sortir quelque part sans finir dans une querelle. Cette énergie belliqueuse ne se retrouve malheureusement pas dans sa vie conjugale, car il délaisse rapidement sa jeune épouse. Marguerite se retrouve donc seule dans ce monde de la cour, entourée de ses belles-sœurs qui partagent le même sort. Jeanne et Blanche de Bourgogne, cousines de Marguerite, ont épousé les frères de Louis, Philippe et Charles. Les 3 jeunes femmes, toutes dans la vingtaine, forment un trio inséparable qui égaye la cour de leur rire et de leur joie de vivre. Elles passent leurs journées ensemble, organisent des fêtes, reçoivent des invités dans les appartements royaux. La tour de Nesle, résidence parisienne, devient leur lieu de prédilection. Cette tour massive, construite vers 1200 sur la rive gauche de la Seine, fait partie des fortifications de Philippe Auguste. Haute de 25 mètres, elle offre une vue magnifique sur Paris et la Seine. C'est dans ce cadre que Marguerite rencontre Philippe d'Aunay. Ce jeune chevalier normand possède tout ce qui manque à son époux. La beauté, l'esprit, l'attention qu'elle mérite. Philippe d'Aunay n'est pas seul, son frère Gauthier l'accompagne souvent à la cour. Bientôt, Blanche de Bourgogne succombe elle aussi au charme de Gauthier. Les 2 frères d'Aunay ne sont pas de simples aventuriers. Ils appartiennent à la petite noblesse normande et servent comme écuyers à l'hôtel royal. Leur position leur donne accès aux appartements royaux, leur permet d'approcher les princesses sans éveiller immédiatement les soupçons. Ils sont beaux, cultivés, spirituels, tout ce que les épouses royales trouvent excitant après la froideur de leurs maris respectifs. Les rencontres se multiplient dans la tour de Nesle. Pendant près de 3 ans, de 1311 à 1314, Marguerite et Blanche vivent une passion secrète avec les frères d'Aunay. Elle leur offre des cadeaux, des aumônières brodées qu'elles ont confectionnées de leurs mains. Ces petites bourses, portées à la ceinture, deviennent les symboles de leur amour clandestin. Marguerite donne naissance à une fille, Jeanne, en 1311. Cette naissance complique la situation car désormais, la légitimité de l'enfant pourra être remise en question si l'adultère de la mère est découvert. Mais rien ne semble pouvoir arrêter la passion qui unit Marguerite à Philippe d'Aunay. Au début de l'année 1314, Édouard II, roi d'Angleterre, arrive en visite officielle en France. Il accompagne sa jeune épouse, Isabelle de France, fille de Philippe le Bel. Cette femme intelligente et observatrice va jouer un rôle déterminant dans le déclenchement du scandale. Isabelle remarque immédiatement l'atmosphère étrange qui règne à la cour. Des rumeurs circulent depuis longtemps sur la conduite de ses belles-sœurs, mais personne n'ose en parler ouvertement. L'occasion se présente lors d'un banquet donné en l'honneur du couple royal anglais. Ce soir-là, Isabelle observe attentivement
l'assemblée quand son regard tombe sur deux jeunes chevaliers, Philippe et Gauthier d'Aunay. Elle reconnaît immédiatement les aumônières qu'ils portent à leur ceinture. Ces petites bourses brodées, elle les a vues entre les mains de ses belles-sœurs quelques mois plus tôt. Mieux encore, elle sait qu'elle les a elle-même offertes à Marguerite, Jeanne et Blanche lors de leur dernière rencontre. Comment ces objets personnels, ces cadeaux intimes, ont-ils pu se retrouver entre les mains de deux hommes? Pour Isabelle, une seule explication est possible. Ses belles-sœurs entretiennent des relations avec ses chevaliers. Elle n'hésite pas une seconde et va immédiatement trouver son père. Philippe le Bel écoute sa fille avec attention. Le roi, surnommé le Bel pour sa prestance, mais aussi le roi de fer pour son inflexibilité, ne peut tolérer un tel affront. Sa réputation, celle de sa dynastie, l'avenir même du royaume sont en jeu. Il ordonne immédiatement une enquête, discrète. Guillaume de Nogaret, fidèle conseiller du roi, se charge de l'affaire. Les frères d'Aunay sont arrêtés dans la nuit et conduits dans les cachots du Louvre. La torture commence immédiatement. Les bourreaux du roi connaissent leur métier, et peu d'hommes résistent longtemps à leur méthode. Philippe d'Aunay tient bon d'abord, mais la douleur finit par le briser. Il avoue sa liaison avec Marguerite de Bourgogne. Son frère Gauthier ne tarde pas à suivre. Oui, il couche avec Blanche depuis 3 ans. Oui, il se retrouve dans la tour de Nesle. Oui, ils ont reçu ces aumônières de leur maîtresse. L'aveu des frères d'Aunay déclenche la colère terrible de Philippe le Bel. Dans la nuit, ces hommes d'armes arrêtent les 3 belles filles du roi. Marguerite, Jeanne et Blanche sont tirées de leur lit et conduites dans les geôles royales. Le traitement qu'elles subissent ne correspond plus à leur rang. Elles sont traitées comme de vulgaires criminels. L'enquête se poursuit. Sous la torture, de nouveaux détails émergent. Les amants racontent leur rencontre dans la tour de Nesle, les cadeaux échangés, les promesses d'amour. Le scandale prend des proportions énormes quand la cour l'apprend. Les rumeurs se multiplient, s'amplifient. Ce qui n'était que de l'adultère devient, dans les récits colportés, des orgies monstrueuses. Le 19 avril 1314, la justice royale rend son verdict. Philippe et Gauthier d'Aunay sont condamnés à mort pour crime de lèse-majesté. Leur exécution à Pontoise dépasse en horreur tout ce que l'époque a connu. Ils sont d'abord roués, leurs os brisés un à un, puis écorchés vifs, la peau arrachée par lambeaux, émasculés ensuite, leurs parties génitales tranchées devant la foule hurlante. Ce n'est pas fini. Les bourreaux versent du plomb fondu sur leurs plaies béantes, traînent leurs corps mutilés derrière des chevaux dans les rues de Pontoise. Enfin, ils les décapitent et pendent leurs cadavres au gibet par les aisselles. Cette exécution barbare, même pour l'époque, montre l'ampleur de la colère royale. Pour les princesses, les sentences varient selon leur degré de culpabilité. Jeanne de Bourgogne, reconnue complice mais innocente d'adultère, est emprisonnée au château de Dourdan. Elle sera finalement acquittée en décembre 1314 et reprendra sa place à la cour. Marguerite et Blanche subissent un sort plus cruel. Elles sont tondues, leurs cheveux coupés en signe d'infamie. Revêtues de robes de bure grossière, elles sont conduites dans un chariot recouvert de drap noir jusqu'au château Gaillard, en Normandie. Château Gaillard, cette forteresse construite par Richard Cœur de Lion, devient la prison de Marguerite de Bourgogne. Elle occupe une cellule au sommet du donjon, ouverte à tout vent. Les conditions de détention sont atroces. Le froid, l'humidité, l'isolement complet. Elle qui aimait le luxe, les fêtes, la compagnie, se retrouve seule face à ses remords. Blanche, elle, est enfermée dans les parties basses du château, dans un cachot enfoncé dans la terre selon les chroniques. Ses conditions sont un peu moins pénibles, ce qui lui permettra de survivre à cette épreuve. Marguerite ne reverra jamais sa famille, jamais sa fille Jeanne. Philippe le Bel meurt le 29 novembre 1314, emporté selon certains par le chagrin de ce scandale familial. Son fils, Louis X, devient roi de France, mais il refuse catégoriquement de libérer son épouse. Pour Louis, Marguerite représente tous ses problèmes. En tant qu'homme, il est un mari trompé, humilié publiquement. En tant que père, il doute maintenant de la légitimité de sa fille Jeanne. En tant que roi, il ne peut se remarier et assurer sa descendance tant que Marguerite vit. L'Église,
ne reconnaît pas l'adultère comme motif d'annulation du mariage. L'hiver 1314-1315 est particulièrement rigoureux. Dans sa cellule glacée, Marguerite s'affaiblit de jour en jour. Elle qui était si belle, si pleine de vie, dépérit lentement. Les mauvais traitements, le froid, l'isolement ont raison de sa santé. Le 30 avril 1315, on trouve Marguerite morte dans sa cellule. Les circonstances de ce décès restent mystérieuses. La chronique officielle parle de maladie, d'épuisement dû aux conditions de détention. Mais des rumeurs persistent. Elle aurait été étranglée sur ordre de Louis X pour lui permettre de se remarier rapidement. La mort de Marguerite libère Louis X, qui épouse Clémence de Hongrie le 19 août 1315. Le roi espère enfin avoir un héritier mâle qui consolidera sa dynastie. Mais le destin en décide autrement. Louis X meurt brutalement le 5 juin 1316, après avoir bu du vin glacé lors d'une partie de jeu de paume à Vincennes. Clémence de Hongrie est enceinte. Le 15 novembre 1316, elle donne naissance à un fils, Jean Ier dit, le posthume. L'espoir renaît. La France a enfin un roi légitime. Mais l'enfant ne vit que 5 jours. Sa mort, si soudaine, alimente les rumeurs d'empoisonnement. Qui a intérêt à éliminer ce bébé roi? Philippe de Poitiers, frère de Louis X, et régent du royaume. Avec la mort de Jean Ier, la succession devient problématique. Qui doit hériter du trône? Logiquement, Jeanne, fille de Louis X, et Marguerite de Bourgogne devraient succéder à son demi-frère. Mais l'adultère de sa mère jette un doute sur sa légitimité. Est-elle vraiment la fille de Louis X ou celle de Philippe d'Aunay? Les conseillers du royaume refusent de prendre ce risque. Ils invoquent un principe jusque-là inconnu en France, la loi salique. Selon cette loi, prétendument tirée des anciennes coutumes franques, une femme ne peut hériter de la couronne de France. Le prétexte avancé est qu'elle pourrait apporter le royaume en dot à son époux étranger. Cette justification est douteuse. Dans d'autres royaumes européens, Navarre, Espagne, Angleterre, les femmes peuvent parfaitement hériter du trône en l'absence d'héritier mâle. Mais en France, l'adultère de Marguerite de Bourgogne change tout. Par sa faute, une loi nouvelle exclut définitivement les femmes de la succession royale. Philippe de Poitiers devient ainsi Philippe V le Long. Mais la malédiction continue. À sa mort en 322, il ne laisse que des filles. Son frère Charles IV le Bel lui succède. Ce dernier a eu la précaution de répudier sa femme Blanche de Bourgogne, l'autre adultère de 1314, et de se remarier. Mais quand il meurt en 1328, il ne laisse également que des filles. La guerre de Cent Ans commence. La mort de Charles IV en janvier 1328 marque la fin de la dynastie capétienne directe. Pour la première fois depuis Hugues Capet, il n'y a plus d'héritier mâle en ligne directe. Les conseillers du royaume doivent choisir le nouveau roi parmi les collatéraux. 2 prétendants se dessinent. Philippe de Valois, cousin des derniers rois par son père, Charles de Valois, frère de Philippe le Bel, et Édouard III d'Angleterre, petit-fils de Philippe le Bel par sa mère Isabelle de France, celle-là même qui avait dénoncé l'adultère de ses belles-sœurs. En vertu de la loi salique nouvellement établie, Édouard III ne peut prétendre au trône puisqu'il descend des rois de France par les femmes. Philippe de Valois devient Philippe VI de France. Mais Édouard III ne l'entend pas de cette oreille. Il considère que sa proximité de sang avec Philippe le Bel lui donne plus de droits que Philippe de Valois. Robert d'Artois attise le conflit. Ce seigneur, banni de France pour ses intrigues, s'exile en Angleterre et pousse Édouard III à revendiquer la couronne française. Il lui explique que la loi salique n'est qu'un prétexte inventé pour l'écarter du trône. Si Marguerite de Bourgogne n'avait pas commis l'adultère, sa fille Jeanne aurait pu hériter du royaume. Et sans cette loi salique, Édouard III serait aujourd'hui roi de France. Les arguments de Robert d'Artois convainquent Édouard III. En 1337, il revendique officiellement la couronne de France. Philippe VI refuse évidemment de la lui céder. C'est le début de la guerre de Cent Ans, ce conflit titanesque qui va ravager la France pendant plus d'1 siècle. Ainsi, l'adultère d'une jeune femme de 24 ans déclenche la plus longue guerre de l'histoire européenne. Si Marguerite de Bourgogne n'avait pas trompé son époux,
toute l'histoire de France aurait été différente. Elle aurait pu donner des fils à Louis X, assurant la continuité de la dynastie capétienne directe, ou bien sa fille Jeanne aurait hérité du trône en l'absence d'héritier mâle. Dans ce scénario alternatif, la loi salique n'aurait jamais été invoquée. À la mort de Charles IV, sa fille aînée serait devenue reine de France. Édouard III n'aurait eu aucun prétexte pour revendiquer la couronne française. La guerre de 100 ans n'aurait pas eu lieu. Mais l'histoire ne connaît pas les si. La passion de Marguerite pour Philippe d'Aunay a des conséquences dramatiques. Elle provoque l'établissement de la loi salique, qui écarte définitivement les femmes du trône de France. Cette loi, inventée pour justifier l'exclusion d'une possible bâtarde, devient un principe fondamental de la monarchie française. Elle déclenche aussi la guerre de 100 ans. Édouard III base ses revendications sur l'injustice de cette loi salique. Il argue que si les femmes pouvaient transmettre des droits au trône, sa mère Isabelle lui aurait légué ceux de Philippe le Bel. Cette guerre terrible va affaiblir la France pendant des générations. L'ironie du sort veut que Marguerite, en cherchant l'amour auprès de Philippe d'Aunay, détruise l'avenir de toutes les femmes de France. Par sa faute, aucune femme ne pourra plus jamais prétendre au trône français. Elle qui voulait vivre, sa passion librement forge les chaînes qui enfermeront ses descendantes. Le scandale de la tour de Nesle marque profondément les esprits de l'époque. Les chroniqueurs s'emparent de l'affaire et la transforment progressivement en légende noire. Ce qui n'était que de l'adultère devient, au fil des récits, une histoire d'orgies monstrueuses et de meurtres en série. La légende prétend que Marguerite et ses complices attiraient leurs amants dans la tour de Nesle, les séduisaient, puis les assassinaient et jetaient leur corps dans la Seine. Cette version fantasmée n'a aucun fondement historique, mais elle perdure dans l'imaginaire collectif. Au XIXe siècle, Alexandre Dumas s'empare de cette légende pour écrire « La tour de Nesle », un mélodrame sanglant qui connaît un succès retentissant. Cette pièce de théâtre, créée en 1832, amplifie encore la réputation sulfureuse de Marguerite de Bourgogne. Elle en fait une reine sanguinaire qui tue ses amants par plaisir. Maurice Druon, dans sa saga Les Rois Maudits, s'inspire également de cette histoire. Il fait de Marguerite un personnage complexe, victime de ses passions, mais aussi de la cruauté de son époque. Son adaptation télévisée dans les années 1970 popularise cette vision de la reine adultère. Mais au-delà de la légende, que savons-nous vraiment de Marguerite de Bourgogne? Les sources historiques la décrivent comme une jeune femme belle, spirituelle, aimant le luxe et les plaisirs de la cour. Elle n'était pas différente des autres princesses de son époque, si ce n'est qu'elle a eu le malheur d'être découverte. Car l'adultère était monnaie courante à la cour de France. Les mariages aristocratiques étaient des alliances politiques, pas des unions d'amour. Les épouses cherchaient souvent ailleurs l'affection qui leur manquait dans leur foyer. Marguerite a simplement eu la malchance de tomber sur une belle-sœur observatrice et indiscrète. La vraie tragédie de Marguerite. La vraie tragédie de Marguerite n'est pas son adultère, mais ce qu'elle en coûte à la France. Cette jeune femme de 24 ans, éprise d'un beau chevalier, ne mesure pas les conséquences de ses actes. Comment pourrait-elle imaginer qu'en offrant une aumônière à son amant, elle déclenche une guerre qui durera 116 ans? Son histoire révèle la fragilité du pouvoir royal au début du XIVe siècle. Philippe le Bel, malgré sa puissance apparente, ne peut contrôler sa propre famille. Le scandale de ses belles-filles ébranle si profondément son autorité qu'il en meurt peut-être de chagrin quelques mois plus tard. Elle montre aussi comment un événement privé peut avoir des répercussions politiques majeures. L'adultère de Marguerite n'est qu'une affaire de cœur, mais il remet en question la légitimité de sa fille, donc l'avenir de la dynastie. Face à cette crise, les conseillers du royaume inventent la loi salique pour préserver la stabilité du pouvoir. Cette loi, créée dans l'urgence pour résoudre un problème immédiat, devient un pilier de la monarchie française. Elle survit à tous les changements de dynastie, de la fin des Capétiens à la Révolution française. Même Napoléon, qui bouleverse tant de traditions, respecte ce principe en excluant les femmes de sa succession. La mort de Marguerite de Bourgogne reste l'une des énigmes de cette histoire. Officiellement, elle succombe aux mauvaises conditions de sa détention à Château-Gaillard, le 30 avril 1315. Mais cette version soulève des questions troublantes. Le timing de sa mort est particulièrement suspect.
Louis X, vient de monter sur le trône et cherche désespérément à se remarier pour assurer sa descendance. La survie de Marguerite l'empêche de contracter une nouvelle union puisque l'Église ne reconnaît pas l'adultère comme motif de divorce. Plusieurs chroniqueurs contemporains suggèrent qu'elle a été assassinée. Giovanni Villani affirme qu'elle fut étouffée avec une serviette. François de Belforest prétend qu'elle fut emmurée vivante. Henri Martin évoque un étouffement entre deux matelas. Ces récits, bien que tardifs, témoignent d'une suspicion persistante sur les circonstances de sa mort. L'historien Maurice Druon, dans Les Rois maudits, résout cette question en faisant étrangler Marguerite par un sbire de Robert d'Artois agissant pour le compte de Louis X. Cette version romanesque n'a aucune preuve historique, mais elle reflète la conviction de nombreux historiens que cette mort trop opportune ne peut être naturelle. Que s'est-il vraiment passé dans la cellule de Château-Gaillard cette nuit du 30 avril 1315 ? Nous ne le saurons probablement jamais, mais le fait que Louis X se remarie moins de 4 mois plus tard suggère qu'il attendait impatiemment cette disparition. Une légende tenace associe le destin tragique de Marguerite et de ses beaux-frères à la malédiction des Templiers. Jacques de Molay, dernier maître de l'ordre du Temple, aurait maudit Philippe le Bel et sa descendance avant de mourir sur le bûcher le 18 mars 1314. Cette malédiction semble s'accomplir de manière spectaculaire. Philippe le Bel meurt en novembre 1314, quelques mois après l'exécution de Jacques de Molay. Ses 3 fils meurent successivement sans laisser d'héritier mâle, mettant fin à la dynastie capétienne directe. Le scandale de leurs épouses contribue largement à cette extinction. Louis X meurt en 1316 après un règne de 18 mois seulement. Son fils posthume Jean Ier ne vit que 5 jours. Philippe V succombe en 1322 sans descendance masculine. Charles IV s'éteint en 1328, mettant fin à la lignée de Philippe le Bel. En 14 ans, la malédiction a emporté 4 générations d'hommes. Cette coïncidence troublante frappe les contemporains. Comment expliquer autrement cette série de morts prématurées et d'échecs dynastiques ? L'adultère de Marguerite et de Blanche paraît être l'instrument de cette vengeance divine. En déshonorant leurs époux, elles compromettent l'avenir de leur lignée. Bien sûr, l'historien moderne ne croit pas aux malédictions, mais il faut reconnaître que le destin de la famille de Philippe le Bel est exceptionnellement tragique et que l'affaire de la tour de Nesle joue un rôle déterminant dans cette tragédie en jetant le doute sur la légitimité de la descendance royale. L'histoire de Marguerite de Bourgogne dépasse largement le cadre français. Ses conséquences se répercutent dans toute l'Europe médiévale. La guerre de 100 ans qu'elle contribue à déclencher implique non seulement la France et l'Angleterre, mais aussi leurs alliés respectifs, l'Écosse, le Portugal, la Castille, du côté français, la Flandre, le Saint-Empire, la Bretagne du côté anglais. Cette guerre transforme l'art militaire européen. Les victoires anglaises d'Azincourt et de Poitiers démontrent la supériorité de l'arc long sur la cavalerie lourde traditionnelle. Les innovations tactiques développées pendant ce conflit influencent tous les autres théâtres européens. Elles modifient aussi l'équilibre des puissances. L'affaiblissement de la France profite à l'Angleterre, mais aussi aux princes allemands et aux villes italiennes. Le Saint-Empire peut étendre son influence vers l'Ouest, tandis que les cités-États italiennes développent leur commerce avec l'Europe du Nord. L'établissement de la loi salique en France inspire d'autres monarchies européennes. Cette exclusion des femmes de la succession devient progressivement la norme, même dans des royaumes qui acceptaient auparavant l'héritage féminin. L'exemple français fait jurisprudence. Sur le plan culturel, la guerre de 100 ans stimule le développement des identités nationales. Français et Anglais se définissent par opposition à leurs ennemis héréditaires. Cette construction identitaire, née du conflit déclenché par l'adultère de Marguerite, influence durablement les mentalités européennes. Une femme victime de son époque. Au-delà des conséquences politiques catastrophiques de ses actes, Marguerite de Bourgogne reste avant tout une femme victime de son époque. Dans la société médiévale, les femmes de l'aristocratie n'ont aucune liberté sentimentale. Elles sont mariées dès l'adolescence, à des hommes qu'elles n'ont pas choisis, pour sceller des alliances qu'elles ne maîtrisent pas. Marguerite épouse Louis X à 15 ans sans l'avoir jamais rencontré auparavant. Leur union, négociée depuis des années par leur famille,
vise uniquement à renforcer les liens entre la Bourgogne et la couronne de France. Les sentiments des époux ne comptent pas dans ce calcul politique. Louis X ne montre aucune affection pour sa jeune épouse. Surnommé le Hutin pour son caractère querelleur, il préfère les disputes politiques aux plaisirs conjugaux. Marguerite se retrouve délaissée dans un monde qui ne lui offre aucune alternative légale à cette solitude imposée. L'adultère devient alors sa seule échappatoire. Dans une société qui interdit le divorce et sanctifie le mariage, tromper son époux représente le seul moyen d'accéder à un semblant d'épanouissement sentimental. Marguerite ne fait que ce que font discrètement la plupart des femmes nobles de son époque. Mais Marguerite commet l'erreur de sous-estimer les enjeux politiques de ses actes. En tant que future reine de France, chacun de ses gestes peut avoir des répercussions dynastiques. Sa liaison avec Philippe d'Aunay ne remet pas seulement en question sa fidélité conjugale, mais aussi la légitimité de sa descendance et donc l'avenir du royaume. Cette incompréhension tragique entre vie privée et responsabilité publique caractérise le destin de nombreuses reines médiévales. Marguerite paie de sa vie une passion que ses contemporaines masculines auraient vécue sans conséquences graves. Si Louis X avait eu des maîtresses, personne n'y aurait trouvé à redire. Mais l'adultère féminin, lui, menace l'ordre dynastique et social. L'affaire Marguerite de Bourgogne révèle les faiblesses structurelles de la monarchie française au début du XIVe siècle. Philippe le Bel, malgré sa réputation de souverain inflexible, ne parvient pas à contrôler sa propre famille. Le scandale de ses belles-filles ternit durablement l'image de la royauté et affaiblit l'autorité monarchique. Cette crise démontre aussi l'importance cruciale des réseaux féminins dans la transmission du pouvoir. Les épouses royales ne sont pas de simples reproductrices, mais des actrices politiques dont les comportements influencent l'équilibre dynastique. Leur fidélité conditionne la légitimité de leurs enfants et donc l'avenir de la couronne. L'invention de la loi salique pour résoudre cette crise témoigne de l'adaptabilité du droit monarchique face aux situations exceptionnelles. Les juristes de Philippe V créent ex nihilo une tradition qui s'impose comme un principe fondamental. Cette capacité d'innovation juridique permet à la monarchie de surmonter la crise successorale, mais au prix d'une restriction définitive des droits féminins. Cette loi nouvelle illustre également comment les crises dynastiques peuvent modifier durablement les institutions. Ce qui naît comme une solution d'urgence devient une règle intangible. La loi salique, inventée pour exclure une possible bâtarde, survit pendant des siècles comme principe constitutionnel de la monarchie française. La fille de Marguerite et Louis X, Jeanne, subit toute sa vie les conséquences de l'adultère maternel. Née en 1311, elle grandit sous le soupçon permanent de bâtardise. Son père, Louis X, mais longtemps avant de la reconnaître officiellement, et même alors, des doutes persistent sur sa paternité réelle. L'établissement de la loi salique la prive définitivement du trône de France. En temps normal, elle aurait pu succéder à son demi-frère Jean Ier. Mais l'adultère de sa mère rend cette succession impossible. Les grands du royaume préfèrent confier la couronne à Philippe V plutôt qu'à une héritière de légitimité douteuse. Jeanne ne récupère qu'une partie de ses droits en devenant reine de Navarre en 1328. Ce royaume, héritage de sa grand-mère Jeanne Hire, lui revient enfin après de longues négociations. Mais elle règne sur un territoire réduit, vassal de la France, loin de la puissance qu'aurait représentée la couronne française. Son mariage avec Philippe d'Évreux, comte d'Évreux, scelle définitivement son exclusion du trône français. Ce prince, proche parent de la famille royale, accepte de l'épouser malgré les doutes sur sa naissance. Mais cette union confirme qu'elle ne prétendra plus jamais à la succession française. Jeanne de Navarre vit donc dans l'ombre de sa mère. Elle porte toute sa vie le poids de l'adultère maternel, cette faute qui l'a privée du plus grand royaume d'Europe. Son destin illustre cruellement comment les erreurs des parents retombent sur les enfants dans une société obsédée par la légitimité dynastique. La transformation du modèle royal. L'affaire de la tour de Nesle marque un tournant dans la conception de la fonction royale. Avant ce scandale, les souverains français toléraient une certaine liberté de mœurs dans leur entourage. Les cours médiévales acceptaient les liaisons extraconjugales comme un aspect normal de la vie aristocratique. Après 1314, cette tolérance disparaît.
les rois suivants exercent un contrôle strict sur la moralité de leur famille. Ils comprennent que le comportement de leurs proches peut compromettre leur légitimité et celle de leur descendance. La royauté développe un idéal de vertu familiale qui devient central dans sa propagande. Cette évolution transforme aussi le rôle des reines. Elles ne sont plus seulement des épouses et des mères, mais des gardiennes de l'honneur dynastique. Leur conduite irréprochable devient une obligation politique autant que morale. La moindre faiblesse peut déclencher une crise majeure. Philippe V, Charles IV, puis leurs successeurs valois imposent à leurs épouses un mode de vie exemplaire. Les reines vivent désormais sous surveillance constante, entourées de dames de compagnie choisies pour leur vertu. Cette surveillance transforme la cour en un espace moralisé où la moindre indiscrétion peut avoir des conséquences dramatiques. Ce nouveau modèle royal influence l'ensemble de l'aristocratie européenne. Les autres cours adoptent progressivement ces exigences morales renforcées. L'exemple français fait école, transformant les standards comportementaux de l'élite européenne. Le scandale de 1314 modifie durablement les relations entre la France et ses voisins. Isabelle de France, l'instigatrice de l'enquête, retourne en Angleterre avec une réputation ternie. Ses compatriotes français lui reprochent d'avoir dénoncé ses belles-sœurs, même si elles ne faisaient que révéler la vérité. Cette animosité complique sa position à la cour anglaise. Édouard II, son époux, ne lui fait déjà pas confiance à cause de ses origines françaises. L'affaire de la Tour de Nesle renforce cette méfiance et pousse Isabelle vers l'opposition. Elle finit par renverser son mari en 1326 avec l'aide de son amant Roger Mortimer. Cette instabilité anglaise profite initialement à la France. Philippe V et Charles IV n'ont pas à craindre d'intervention anglaise dans leurs affaires intérieures. Mais quand Édouard III monte sur le trône en 1327, il hérite de la rancœur de sa mère contre la famille royale française. Les accusations d'illégitimité lancées contre Jeanne de Navarre inspirent les revendications d'Édouard III. Si la fille de Louis X peut être écartée du trône pour bâtardise suspectée, pourquoi le petit-fils de Philippe le Bel ne pourrait-il pas revendiquer ses droits héréditaires? Cette logique juridique nourrit les prétentions anglaises sur la couronne française. L'affaire influence également les relations avec la Bourgogne. La famille ducale supporte mal le déshonneur infligé à Marguerite, leur parente. Cette rancœur alimente les tensions entre Paris et Dijon, préparant les conflits futurs entre Valois et Bourguignons pendant la guerre de Cent Ans, la révolution juridique de la loi salique. L'adoption de la loi salique en 1316 constitue une révolution juridique majeure dans l'histoire de France. Jusque-là, aucun texte ne prohibait explicitement l'accession des femmes au trône. La succession se faisait pragmatiquement, en fonction des circonstances et des rapports de force. Les juristes de Philippe V doivent inventer une légitimité historique à cette exclusion féminine. Ils exhument d'anciens textes francs, les interprètent de manière extensive, créent une tradition fictive mais crédible. Cette construction juridique témoigne de la sophistication intellectuelle des légistes royaux. La loi salique ne se contente pas d'exclure les femmes du trône. Elle révolutionne toute la conception de la succession royale. Elle établit le principe de masculinité, mais aussi celui de primogéniture et d'inaliénabilité de la couronne. Ces règles transforment la monarchie française en un système successoral particulièrement rigide. Cette rigidité présente des avantages et des inconvénients. Elle évite les guerres de succession en fixant des règles claires, mais elle peut aussi conduire à des crises quand ces règles entrent en conflit avec les réalités politiques. La guerre de Cent Ans illustre parfaitement cette contradiction. L'influence de la loi salique dépasse largement les frontières françaises. D'autres monarchies européennes adoptent des principes similaires, inspirés par l'exemple français. Cette masculinisation progressive du pouvoir royal caractérise l'évolution politique de l'Europe médiévale tardive. Blanche de Bourgogne, l'autre princesse adultère, survit à son emprisonnement à Château-Gaillard. Ses conditions de détention, bien que pénibles, restent moins cruelles que celles de Marguerite. Elle occupe un cachot dans les parties basses du château, moins exposé aux intempéries que la cellule sommitale de sa belle-sœur. Quand Charles IV accède au trône en 1322, il fait transférer son épouse répudiée au château de Gavray, en Normandie.
Blanche y bénéficie de conditions moins dures et obtient même l'autorisation de prendre l'habit religieux. Elle finit sa vie comme religieuse, expiant ses fautes passées dans la prière et la pénitence. Jeanne de Bourgogne, la troisième accusée, connaît un sort bien différent. Innocentée de l'accusation d'adultère, elle retrouve sa place auprès de Philippe V. Elle devient reine de France lors du sacre de son époux à Reims en 1317 et joue un rôle important dans le gouvernement royal. L'ironie veut que Philippe V lui offre en 1319 l'hôtel et la tour de Nesle, théâtre du scandale de 1314. Ce cadeau symbolique marque la réhabilitation complète de Jeanne et sa réconciliation avec la famille royale. Elle utilise intelligemment cette position pour promouvoir les arts et l'éducation. Robert d'Artois, le futur instigateur de la guerre de 100 ans, tire les leçons de cette affaire. Il comprend comment exploiter les faiblesses dynastiques pour déstabiliser le pouvoir royal. Ces futures intrigues s'inspirent directement des méthodes révélées par le scandale de 1314. Le procès de Marguerite et de ses complices marque une évolution importante dans la justice royale. Philippe le Bel applique avec une rigueur inédite les principes du crime de lèse-majesté. L'adultère avec une princesse royale devient un crime contre l'État, passible des peines les plus sévères. Cette criminalisation de l'adultère aristocratique transforme les rapports entre noblesse et royauté. Les grands seigneurs comprennent que leurs comportements privés peuvent avoir des conséquences juridiques majeures. La justice royale s'immisce désormais dans la sphère intime de l'aristocratie. L'usage de la torture pour obtenir les aveux des frères d'Aunay normalise cette pratique dans les procès politiques. Les règnes suivants recourent systématiquement à ces méthodes pour instruire les affaires d'État. Cette brutalisation de la justice renforce l'autorité royale par la terreur. Les exécutions publiques d'avril 1314 établissent un nouveau standard de cruauté dans les châtiments exemplaires. La mise à mort des frères d'Aunay dépasse en horreur les pratiques habituelles, même pour l'époque. Cette surenchère dans la violence pénale terrorise la noblesse et dissuade les velléités d'opposition. Cette théâtralisation de la justice royale influence durablement la culture politique française. Les souverains suivants comprennent l'importance du spectacle judiciaire pour asseoir leur autorité. La justice devient un instrument de propagande autant qu'un moyen de maintenir l'ordre. Au fil des siècles, l'histoire de Marguerite de Bourgogne se transforme en légende noire. Les chroniqueurs médiévaux, puis les auteurs modernes, amplifient progressivement les aspects scandaleux de l'affaire. La réalité historique disparaît sous les ajouts fictionnels successifs. Cette déformation mémorielle témoigne de la fascination exercée par les femmes de pouvoir transgressives. Marguerite devient l'archétype de la reine adultère, figure récurrente de la littérature européenne. Son histoire inspire des générations d'auteurs en quête de personnages sulfureux. La littérature romantique du XIXe siècle achève cette transformation. Alexandre Dumas fait de Marguerite une criminelle sanguinaire, qui assassine ses amants par plaisir. Cette version fantasmée s'impose dans l'imaginaire populaire et occulte définitivement la vérité historique. Cette falsification révèle les préjugés persistants sur la sexualité féminine. Marguerite devient le symbole de la femme fatale qui détruit tout sur son passage. Sa véritable tragédie, être victime des contraintes de son époque, disparaît derrière cette caricature misogyne. La réhabilitation historique moderne tente de rétablir la vérité sur ce personnage. Les historiens contemporains soulignent le caractère exceptionnel de la punition infligée à Marguerite et questionnent les motivations politiques de cette répression. Mais la légende noire résiste à ces efforts de clarification. L'affaire de la tour de Nesle aggrave durablement la condition des femmes nobles en France. La loi salique institutionnalise leur exclusion du pouvoir politique suprême. Mais au-delà de cette éviction juridique, le scandale transforme la perception sociale de la féminité aristocratique. Les femmes de la haute noblesse perdent la relative liberté dont elles jouissaient auparavant. Leur surveillance se renforce, leurs contacts se limitent, leurs activités se restreignent. La cour devient un espace carcéral déguisé où chaque geste est épié et interprété. Cette évolution touche particulièrement les reines et princesses du sang. Elles doivent désormais incarner un idéal de vertu impossible, sous peine de déclencher des crises politiques majeures. Leur marge d'autonomie se réduit drastiquement. Leur existence se ritualise.
L'exemple de Marguerite sert d'épouvantail pour dissuader toute velléité d'émancipation féminine. Les moralistes de l'époque brandissent son sort tragique pour rappeler aux femmes les dangers de la transgression. Cette instrumentalisation pédagogique renforce l'ordre patriarcal. Paradoxalement, cette restriction des libertés féminines coïncide avec l'émergence de nouvelles formes de pouvoir féminin. Les reines développent une influence politique alternative, fondée sur la diplomatie, le mécénat, la dévotion. Elles contournent les interdits formels par des stratégies indirectes plus subtiles. L'établissement de la loi salique en France influence l'évolution constitutionnelle de l'Europe entière. D'autres monarchies adoptent des principes similaires, inspirés par l'exemple français. Cette masculinisation progressive du pouvoir royal transforme l'équilibre politique européen. L'Empire germanique renforce ses propres règles d'exclusion féminine, s'appuyant sur le précédent français. Les royaumes ibériques maintiennent plus longtemps l'héritage féminin, mais finissent par adopter des restrictions similaires. L'influence française s'étend progressivement à tout le continent. Cette évolution juridique accompagne une transformation plus générale des mentalités européennes. La fin du Moyen Âge voit se durcir les normes de genre dans l'aristocratie. Les rôles masculins et féminins se figent en modèles rigides qui perdureront pendant des siècles. La guerre de 100 ans, déclenchée indirectement par l'affaire Marguerite, accélère cette évolution. Le conflit renforce l'importance des qualités guerrières masculines et dévalue corrélativement les vertus féminines traditionnelles. Les sociétés européennes se militarisent et se masculinisent. Cette transformation a des conséquences durables sur l'organisation sociale européenne. Elle retarde l'émergence des droits féminins de plusieurs siècles. La Renaissance et l'époque moderne héritent de ces blocages juridiques créés au XIVe siècle pour résoudre une crise dynastique française. L'histoire de Marguerite de Bourgogne révèle l'ironie cruelle du destin historique. Cette jeune femme qui cherchait simplement l'amour dans un mariage arrangé déclenche involontairement la plus longue guerre de l'histoire européenne. Sa quête personnelle du bonheur provoque le malheur de générations entières. Son adultère, fait banal dans l'aristocratie médiévale, prend des proportions exceptionnelles par ses conséquences politiques. Si elle avait épousé un simple seigneur provincial, ses infidélités seraient restées anecdotiques. Mais en tant que future reine de France, chacun de ses actes acquiert une dimension dynastique explosive. Cette disproportion entre la cause et l'effet illustre la complexité des mécanismes historiques. Les grandes transformations politiques naissent parfois d'événements dérisoires. L'histoire ne suit pas une logique rationnelle, mais résulte de l'accumulation d'accidents et de malentendus. L'exemple de Marguerite montre aussi comment les structures sociales déterminent le destin individuel. En tant que femme noble du XIVe siècle, elle subit des contraintes qu'elle ne peut ni comprendre ni maîtriser. Sa tragédie personnelle révèle les contradictions d'une société en mutation. Son histoire continue de fasciner parce qu'elle condense les tensions fondamentales de son époque. Conflit entre amour et devoir, entre liberté individuelle et contraintes sociales, entre aspirations personnelles et exigences politiques. Marguerite incarne ces dilemmes éternels qui transcendent les époques. Marguerite de Bourgogne meurt dans l'anonymat d'une cellule de Château-Gaillard le 30 avril 1315. Elle a 25 ans. Cette jeune femme, qui voulait seulement vivre sa passion amoureuse, emporte dans la tombe un secret qui changera l'Europe. Sa fille Jeanne grandira dans l'ombre du soupçon, privée du plus grand trône d'Europe par l'adultère maternel. La loi salique, inventée pour l'exclure, survivra 6 siècles et déterminera l'évolution de la monarchie française. La guerre de 100 ans, née de cette exclusion, ravagera l'Europe pendant plus d'un siècle. Ainsi, l'amour de Marguerite pour Philippe d'Aunay déclenche une chaîne de conséquences qui dépasse toute imagination. Cette liaison secrète de 3 ans provoque l'établissement d'une loi fondamentale, l'extinction d'une dynastie, le déclenchement d'une guerre interminable. Jamais adultère n'aura eu de suite aussi dramatique. L'histoire de Marguerite de Bourgogne rappelle que les actions privées peuvent avoir des répercussions publiques imprévisibles. Elle illustre la fragilité des équilibres politiques et la vulnérabilité des institutions face aux passions humaines. Elle montre enfin comment une femme, par sa simple recherche du bonheur, peut involontairement faire tomber 3 rois et ébranler un continent. Marguerite de Bourgogne reste la reine qui a fait tomber 3 rois
Louis X, mort sans descendance. Mal viable, Philippe V et Charles IV, contraints d'inventer une loi pour exclure sa fille du trône. Par son adultère, elle met fin à la dynastie capétienne directe et ouvre l'ère des Valois. Par sa faute, la France et l'Angleterre s'entre-déchirent pendant plus de 100 ans. Telle est la véritable histoire de Marguerite de Bourgogne, cette princesse au destin tragique qui voulait seulement être heureuse et qui, sans le savoir, changea le cours de l'histoire européenne.